Le vent froid du petit matin soufflait sur la ferme de la Flèche Brisée, nichée dans la campagne profonde du Périgord, quand je serrais mon vieux fusil Lebel entre mes mains rugueuses. Je m'appelle Samuel Moreau, j'ai 54 ans, et 30 d'entre eux ont été hantés par des fantômes que personne d'autre ne voit. Ce matin-là, 6 cavaliers s'approchaient à travers la brume, menés par Marcus Dubois, l'homme qui possédait la moitié du village de Saint-Aubin et rêvait de s'emparer de l'autre moitié, y compris de la jeune femme de 19 ans qui se tenait derrière moi, en robe de mariée déchirée. Elle s'appelait Elisabeth Marchand. Hier soir, elle aurait dû épouser Dubois. Au lieu de ça, elle s'est enfuie vers moi, vers le seul endroit où elle sentait encore un peu de sécurité. Sa respiration chaude contre mon cou, ses doigts qui serraient ma chemise élimée. C'est ainsi que commencent les guerres, pas avec des armées ou des politiciens, mais avec la décision d'un homme de protéger ce qu'il aime, même si cet amour paraît absurde aux yeux du monde. Moreau, cria Dubois, sa voix cassante déchirant le silence. Rends-moi ma fiancée, ou on la prendra sur ton cadavre. Je serrai la mâchoire. Elisabeth tremblait contre moi, mais elle ne reculerait pas. Elle avait ce regard de feu, celui des femmes qui savent se battre. Moi, j'étais juste un vieux soldat oublié, un homme qui avait vu trop de morts pour croire à un avenir tranquille. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais une chose est sûre, je n'ai pas encore perdu le contrôle. Pas aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été ce type solitaire, à vivre reclus sur mes 1000 hectares dans cette vallée isolée. Autrefois, j'étais capitaine dans la cavalerie de la République, un homme qui chargeait à travers les lignes ennemies, sauvait des villages des bandes de brigands et revenait à la maison pour embrasser une femme au sourire éclatant et un garçon qui m'appelait papa. Puis, en 1878, la grippe est venue et, en 3 semaines, elle a emporté ma femme et mon fils. C'est après ça que j'ai construit la Flèche Brisée. Pas pour prospérer, mais pour survivre. Chaque matin, je me levais juste pour m'occuper des chevaux jusqu'à ce que l'épuisement me laisse dormir sans rêve. À Saint-Aubin, 10 kilomètres plus au sud, on murmurait à mon sujet. On m'appelait, le fantôme, l'homme qui avait renoncé à vivre mais oublié de mourir. 3 ans ont passé dans ce silence, jusqu'au jour où Elisabeth Marchand est arrivée, son carrosse tombé en panne sur la route de Bordeaux. Elle avait 18 ans, fraîchement diplômée d'un pensionnat chic du sud-ouest, la tête pleine de rêves et de livres. Son père tenait la seule banque du village, et sa mère était morte en la mettant au monde. Elle avait grandi forte, têtue, sous la protection attentionnée mais ferme de son père. 4 hommes masqués avaient voulu lui voler de l'or dans un canyon maudit. Ils ont trouvé une jeune fille au regard défiant. J'étais en train de chasser le chevreuil quand j'ai entendu son cri. J'ai tiré 2 coups de feu, 2 hommes sont tombés, les autres ont fui en voyant le froid dans mes yeux. Un regard de ceux qui ont déjà tué et n'ont plus peur. Quand je l'ai aidé à descendre du carrosse, quelque chose est passé entre nous. Elle a vu au-delà de mon visage buriné, jusqu'à la douleur que je cachais, j'ai vu au-delà de sa jeunesse, la femme qu'elle devenait. Merci, murmura-t-elle. Je n'ai rien dit. Je l'ai escortée au village, refusé la récompense, puis je suis reparti. Mais Elisabeth n'a jamais pu m'oublier. Elle passait devant ma ferme, espérant voir l'homme qui semblait sorti d'un autre temps. Moi, je la remarquais, mais je restais à l'écart du village, sentant le danger dans ses regards curieux. Un jour, elle a laissé un mouchoir blanc brodé attaché à ma porte, avec un mot simple, « Merci d'avoir sauvé ma vie. J'espère que tu trouveras la paix. » Je l'ai gardé. Je me suis dit que ce n'était rien. Mais en Périgord, rien ne reste jamais enterré, ni les secrets, ni les désirs, ni le passé. Marcus Dubois est arrivé à Saint-Aubin comme une tempête d'hiver. D'abord discret, puis dévastateur. 45 ans, riche en bétail et spéculation foncière, il souriait facilement, promettait progrès et prospérité. Les villageois y voyaient une opportunité. Moi, je voyais un prédateur. Sa stratégie était simple, racheter les dettes, puis serrer la vis. Il prêtait généreusement aux paysans et commerçants en difficulté, et quand ils ne pouvaient plus rembourser, il prenait leurs terres. En 2 ans, un tiers du canton lui appartenait. Puis, il a mis son regard sur la banque Marchand. James Marchand était un homme honnête dans un monde corrompu. Quand la sécheresse a frappé, il a accordé du crédit, quand les inondations ont ruiné les récoltes, il a retardé les saisies. C'était la bonne chose à faire. C'était aussi ruineux. Dubois a proposé un partenariat. Un contrat complexe, au taux d'intérêt assassin. En 6 mois, la banque coulait. Marchand n'avait que 2 choix,
tout perdre ou accepter la dernière offre de Dubois ou le mariage de sa fille. Élisabeth avait grandi en beauté et en force. Ses cheveux roux flamboyaient au soleil, ses yeux bleus brillaient d'intelligence. Sa silhouette se dessinait sous ses robes taillées avec soin, provoquant des bégaiements chez les jeunes hommes et réveillant la nostalgie chez les plus âgés. Mais son cœur n'appartenait qu'à un homme seul, oublié de tous, le fantôme de la flèche brisée. Elle passait devant ma propriété des dizaines de fois, espérant me voir, me surprendre en train de briser un cheval sauvage, chemise entr'ouverte sur une peau bronzée par le soleil. Je l'avais vue, et chaque fois, je préférais fuir. Elle tombait amoureuse d'un homme qu'elle connaissait à peine, assez vieux pour être son père, et pourtant vivant comme un mort. Mais le cœur veut ce qu'il veut. Quand son père annonça ses fiançailles avec Dubois, le monde d'Élisabeth s'écroula. « Je ne le ferai pas, dit-elle. »« Tu le feras, » répondit Marchand, la voix brisée pour nous tous. « Dubois effacera la dette, la banque survivra, le village survivra. Et moi ?» James détourna le regard. « Toi aussi, tu apprendras à survivre. Mais certaines choses valent plus que la survie. Certaines choses valent la peine de mourir pour elles. » Le mariage était fixé au 15 septembre 1889. Tout le village était invité. Dubois n'avait rien épargné, vins importés de Bourgogne, robes de mariée venues de Paris, fleurs envoyées de Lyon. Ce devait être son triomphe, sa légitimité sur la fortune Marchand, et la plus belle femme du Périgord. Élisabeth passa la dernière journée enfermée dans sa chambre. Son père avait retiré ses vêtements d'équitation et posté un garde devant sa porte. « Pour ton bien, disait-il. » Le soir venu, Dubois vint la voir. Il entra sans demander, chassa le garde d'un geste. Elle se tenait près de la fenêtre, en chemise de nuit, les bras croisés, refusant de le regarder. « Ma chère Élisabeth, dit-il d'une voix douce comme du miel sur du verre, demain tu deviendras Madame Marcus Dubois. Mon corps t'appartiendra peut-être, répondit-elle, mais mon cœur jamais. Dubois s'approcha, son regard parcourant ses courbes sous le coton fin, le menton relevé avec défi. Les cœurs s'éduquent, dit-il. Brisés, reformés. Je suis un professeur patient. Je vous jure que j'ai failli rire. Professeur patient, vraiment? Avec lui, c'était plutôt dompteur de fauves. Élisabeth frissonna. C'était ça, son avenir, les mains de cet homme sur elle, son poids la comprimant, sa éducation. Vous verrez que je serai plus coriace que vous ne l'imaginez, lança-t-elle. Dubois sourit, sûr de lui. Briser les sauvages, c'est ma spécialité. Elle attendit minuit. La maison était silencieuse, le garde endormi dans son fauteuil. Elle glissa sa chemise de nuit, enfila ses vêtements d'équitation cachés sous le matelas, pantalon sombre, chemise blanche, bottes. Elle ressemblait à la fille qu'elle avait été, avant que le devoir ne tente de la cage. La fenêtre s'ouvrit en silence, le chêne était solide, la terre molle. Sa jument, Beauté, l'attendait dans l'écurie. Élisabeth avait toujours été la meilleure cavalière du canton. Cette nuit-là, elle le prouva. Elle galopa dans l'obscurité vers le seul homme qui lui avait jamais donné un sentiment de sécurité. Mais la sécurité, comme l'amour, a toujours un prix. Parfois, ce prix est du sang. Je dormais à peine quand j'entendis le galop à 2 heures du matin. Je saisis mon lebel, me glissai à la fenêtre. Une silhouette solitaire approchait, petite, assurée. Mon cœur s'arrêta. C'était elle. Élisabeth Marchand, sa robe déchirée encore accrochée aux jambes, ses cheveux flamboyants sous la lune, ses joues rougies par l'effort, la détermination brûlant dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je, sans baisser mon arme. Je ne pouvais pas l'épouser, sa voix se brisa. Je ne peux pas, je ne veux pas. Je reposai mon fusil, sortis. Elle grelottait malgré la douceur de la nuit, prise entre peur, adrénaline et quelque chose de plus profond. Ton père doit être malade d'inquiétude. Mon père m'a vendu, dit-elle, le feu dans les yeux comme une jument prête à charger. Pour sauver sa banque, il m'a vendu. Et toi, tu es venu. Je n'avais nulle part où aller, murmura-t-elle en se rapprochant. Personne d'autre en qui j'avais confiance. Je sentis ma gorge se nouer. Si près, je pouvais sentir son parfum, voir le pouls battre à son cou, me souvenir de son regard ce jour-là, au carrosse. Comme si j'étais un homme digne d'être sauvé. Je ne peux pas t'aider, dis-je doucement. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui est juste, demanda-t-elle,
avançant encore. Épouser un homme que je déteste, passer ma vie en propriété? J'ai 35 ans de plus que toi. J'ai enterré femme et enfant. Je sais ce que les gens vont dire. Qu'il parle. Elle posa sa main sur ma poitrine. Samuel, je pense à toi chaque jour depuis que tu m'as sauvé. Je passe devant ta ferme pour te voir. Je rêve à ce que ça ferait si tu t'arrêtais. Elle ne s'arrêta pas. Sur la pointe des pieds, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. Je sais que tu le ressens aussi, murmura-t-elle. Ce tiraillement entre nous, la façon dont tu me regardes quand tu penses que je ne vois pas. Je résistais autant que je pus, 30 ans de solitude, 3 ans de deuil, des mois à la voir devenir femme, en sachant que je n'avais aucun droit de la vouloir. Mais le barrage céda. Mes mains trouvèrent sa taille. Elle haleta, fondit contre moi. Ses lèvres étaient douces, avides, goûtant au désespoir et à l'espoir. On entra sans rompre le baiser. Je claquai la porte, la pressai contre elle. Ses mains déboutonnèrent ma chemise pendant que mes lèvres effleuraient la courbe de son cou. Tu es sûr? Soufflai-je contre sa peau. Jamais été aussi sûr. Sa robe avait trop de boutons. Mes mains tremblaient en les défaisant. Elle m'aida, urgente, dévoilant des pans de peau pâle, le galbe de ses seins au-dessus du corset. Je la pris dans mes bras, la portai jusqu'à la chambre. Elle pesait moins que l'air, plus chaude que la lumière du soleil. Je la couchai sur la couette que ma femme morte avait cousue, puis m'arrêtai. Je ne peux pas, dis-je. C'est mal. Elle s'assit, corset lâche, cheveux en bataille. Qu'est-ce qui est mal, demanda-t-elle. Le monde qui dit qu'une femme de 19 ans ne peut pas choisir qui aimer? Les hommes comme Dubois, qui pensent pouvoir posséder les gens? Elle m'attira vers elle, me força à descendre. Je choisis toi, Samuel Moreau. Je choisis ça. Le reste, je vous le raconterai une autre fois. Mais le danger frappait déjà à notre porte, et parfois, ce qu'on croit être la fin n'est que le début d'un combat encore plus terrible. Les premiers rayons du soleil perçaient à peine à travers les volets de bois quand j'entendis le martèlement des sabots sur la terre battue. Mon cœur s'emballa, et je serrai ma vieille veste contre moi, me préparant au pire. Marcus Dubois et ses 6 hommes encerclaient déjà la ferme de la Flèche Brisée, leurs silhouettes sombres se découpant dans la brume matinale comme une menace venue des enfers. Je me tenais sur le perron, mon fusil Lebel en main, prêt à défendre ce qui restait de ma vie. J'avais survécu à des batailles bien plus terribles, mais jamais avec autant à perdre. Dubois, perché sur son cheval noir comme l'orage, me lança un sourire glacial. Moreau, vous êtes en infraction. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Ma fiancée semble s'être perdue. Je plissai les yeux. Sa façon de parler d'Elisabeth comme d'un objet me répugnait. La dame a fait un choix, et elle n'a que 19 ans, pas 19 siècles, répliquai-je d'une voix ferme. Son sourire s'effaça. Je suis sûr que vous avez profité de sa naïveté, dit-il, son ton mielleux aussi dangereux qu'un serpent. Choisissez vos mots avec soin, ou vous ajouterez le meurtre à votre liste de crimes. Derrière lui, les autres cavaliers s'écartaient lentement, main prête à saisir le revolver. Les types que Marcus avait embauchés n'étaient pas des paysans, c'étaient des tueurs à gages, des hommes qui tiraient sans hésitation et dormaient sans remords. Je n'étais plus le capitaine Moreau d'autrefois, mais il restait en moi ce feu, cette rage froide d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Une chance, je vous donne, continua Dubois. Rendez-moi ma fiancée, et j'oublierai que vous avez osé vous mettre en travers de mes affaires. Gardez-la, et je m'assurerai que tout Saint-Aubin connaisse quel genre d'homme vous êtes vraiment. Je descendis du perron, le fusil solidement calé contre mon épaule. Elle n'est pas innocente, et elle n'est pas à vous. Son masque de calme se fissura, laissant percer la colère. J'ai payé cher cette fille. Son père m'en doit une fortune. Alors récupérez votre dû auprès de lui. Après que je vous aurai mis à genoux. Un cavalier à gauche fit un geste, sa main glissa vers son revolver. Je tirai le premier. Le coup partit, précis, et l'homme tomba de son cheval, la surprise figée sur son visage. Le chaos éclata. Les balles sifflaient, le bois craquait autour de moi. Je me jetai derrière une auge d'eau, le cœur battant la chamade. Les hommes se dispersèrent, cherchant à m'encadrer. 2 d'entre eux prirent position dans la grange voisine, tirant à couvert. J'étais à court de mots, à court d'options. Puis, au milieu du fracas, un cri aigu fendit l'air, Elisabeth.
Un coup de feu brisa la fenêtre de la chambre. Des éclats de verre volèrent en tous sens. Mon sang se glaça. Elle avait été touchée. Sans réfléchir, une colère primaire, une force brute réveillée par la peur, me poussa à foncer vers la grange. Mon fusil cracha 2 fois. 2 hommes tombèrent, silencieux. Il n'en restait plus que 3, dont Dubois. Je roulais derrière une botte de foin, rechargée en vitesse. Ces mercenaires étaient bons, mais pas soldats. Ils n'avaient pas appris à tuer avec la froideur que j'avais développée sur les champs de bataille. Un d'eux fit l'erreur de se montrer. Je l'abattis d'une balle en plein torse. Le dernier paniqua, s'enfuit en galopant vers son cheval. Je le laissai partir. Dubois, lui, était resté à couvert derrière sa monture. Il tenait un revolver nickelé, impressionnant mais peu fiable. « C'est fini, Moreau » lança-t-il d'une voix rauque. « C'est fini quand je le dis » répondis-je, le fusil prêt. Il sortit de sa cachette et ouvrit le feu, sa balle me brûlant l'épaule et me faisant tourner sur moi-même. Je tombai dans la poussière, le cœur battant à tout rompre. Il s'avança, revolver levé. Je roulai sur le côté, attrapai mon Colt 45. Nous tirâmes presque en même temps. Le coup de Dubois passa à côté. Le mien l'atteignit en plein torse. Il vacilla, surpris, puis s'effondra comme un arbre abattu. Je peinais à me relever, le sang coulant sur mon bras, la ferme jonchée de corps et de silence. Puis, soudain, Elisabeth surgit de la maison, les vêtements en lambeaux, le souffle court, les yeux brillants d'une détermination sauvage. « Comment ça va » demanda-t-elle en s'agenouillant à mes côtés. « Pire que ça, mais j'ai trop à vivre pour mourir maintenant » répondis-je avec un sourire faible. Je savais que la bataille n'était que le début. Quelque chose de plus sombre rôdait encore dans l'ombre de Saint-Aubin. Et ce mystère, cette énigme, allait bientôt nous rattraper. Mais pour l'instant, il fallait tenir bon. Pour elle. Pour nous. Le soleil avait gagné en hauteur quand les habitants de Saint-Aubin commencèrent à affluer vers la ferme de la Flèche Brisée, attirés par les échos des coups de feu et le tumulte de la nuit précédente. Parmi eux se trouvait James Marchand, le père d'Elisabeth, un homme au visage marqué par les années et la fatigue, mais dont les yeux brillaient d'une inquiétude sourde. Je le vis s'arrêter à la lisière du terrain, le regard posé sur les corps étendus, puis sur moi, appuyé contre la vieille porte de la grange, mon bras bandé de fortune, le souffle encore court. À ses côtés, la jeune femme au regard flamboyant, aux cheveux en bataille, les vêtements déchirés, mais la tête haute comme une reine défiant l'orage. « Papa » murmura-t-elle en m'adressant un regard chargé de promesses. « Je ne rentrerai pas. » James détourna les yeux vers le sang séché sur le sol, puis vers mon épaule blessée. Il comprit, sans un mot, que certaines décisions ne pouvaient être défaites. La rumeur avait déjà commencé à courir dans le village, le fantôme de la Flèche Brisée n'était plus un homme brisé, mais un héros. Celui qui avait sauvé une des leurs, celui qui avait fait tomber le prédateur de Saint-Aubin. Le shérif Guillaume Lefebvre arriva, son chapeau enfoncé sur la tête, l'air sévère mais juste. Il posa son regard sur les corps de Dubois et de ses hommes, puis sur les documents qu'on avait trouvés dans leurs sacoches, des contrats falsifiés, des prêts truqués, toute une machinerie de fraude qui avait siphonné la moitié du canton. Ce Dubois n'était pas seulement un tyran, annonça Lefebvre devant la foule rassemblée. Il volait tout le monde. Dans un murmure d'approbation, les villageois commencèrent à voir Saint-Aubin sous un autre jour, à voir en moi non plus un reclus, mais un homme qui avait choisi de se battre, malgré tout. Le docteur Bernard Fournier s'approcha alors, inspectant ma blessure avec une précision professionnelle. « Vous avez de la chance, Moreau » dit-il en secouant la tête. « 1 centimètre plus bas, et vous auriez saigné à mort. » Je souris faiblement en regardant Elisabeth, qui me tendait un morceau de tissu pour faire un bandage. « Ce n'est pas la chance, docteur, » répondis-je. « C'est une raison de plus pour ne pas mourir maintenant. » Les jours suivants, la ferme reprit vie. Le vent du Périgord soufflait sur les champs, mais dans mon esprit, une tempête grondait encore. Dubois était mort, mais ses ennemis, ses complices, étaient toujours là, tapis dans l'ombre, prêts à frapper à nouveau. Elisabeth, malgré sa jeunesse, s'était déjà transformée en une femme de caractère, apprenant à soigner les bêtes blessées, à gérer les comptes de la ferme, et à tenir tête aux murmures du village. Un soir, alors que la nuit tombait doucement sur la vallée, elle s'approcha de moi, sa robe simple effleurant le sol poussiéreux, ses yeux étincelant d'une lumière nouvelle. « Samuel, dit-elle doucement, crois-tu que cette paix tiendra ?
Que cette histoire est vraiment terminée? Je posai ma main sur la sienne, sentant la chaleur qui s'en dégageait. Je ne sais pas, Elisabeth. Mais une chose est sûre, certaines batailles ne s'arrêtent jamais vraiment. Le vrai combat, c'est celui qu'on mène pour garder ce qu'on aime. Elle sourit, un sourire à la fois doux et provoquant, comme une invitation à affronter ensemble l'inconnu. Et quelque part, dans l'obscurité grandissante, une ombre observait, silencieuse et menaçante, prête à réveiller les vieux démons de la flèche brisée. Les jours suivants, la vie à la ferme de la flèche brisée reprenait doucement son rythme, mais une tension sourde persistait dans l'air, comme un orage qui menace de tout emporter. Elisabeth avait troqué sa robe déchirée contre une blouse en lin clair, ses cheveux roux relevés en un chignon désordonné qui laissait échapper quelques mèches rebelles encadrant son visage délicat mais déterminé. Ses bottines de cuir, usées par les longues chevauchées, frappaient le sol avec assurance alors qu'elle s'affairait autour des chevaux et des bêtes de la ferme. Je la regardais souvent, admirant la façon dont elle s'était transformée. Une femme forte, indomptable, presque sauvage, capable de dompter autant les chevaux que les regards insistants des villageois. Et pourtant, dans ses yeux bleus, je lisais encore une fragilité, un écho de la jeune fille qu'elle avait été. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines, elle s'approcha de moi, tenant un vieux chapeau de paille dans ses mains fines. « Samuel, dit-elle en souriant, tu sais que je pourrais presque devenir une vraie fermière à force de te suivre partout ?» Je ris, un rire rauque qui n'avait pas retenti depuis longtemps. « Si c'est pour me battre contre les corbeaux et les vaches têtues, je te conseille de garder tes bottines solides. » Elle roula des yeux, puis s'installa sur une souche d'arbre, dévoilant la courbe gracieuse de ses chevilles sous sa jupe simple. « Tu sais, murmura-t-elle, parfois je me demande si tout ça est réel. Moi, une fille de banquier, en cavalière du Périgord, et toi, ce vieux soldat avec plus de cicatrices que de souvenirs heureux. » Je posai ma main sur la sienne, sentant le frisson qui courait dans ses doigts. La vie est souvent plus étrange que les romans, Elisabeth. Et parfois, c'est dans le chaos qu'on trouve la vérité. Elle leva les yeux vers moi, ses lèvres s'entr'ouvrant presque en un sourire timide. Tu crois que l'amour peut vraiment naître entre deux âmes aussi blessées? Je haussai les épaules, un éclat de malice dans le regard. Si c'est le cas, alors on est peut-être les plus chanceux du monde. À ce moment-là, un bruit sourd retentit derrière la grange. Nous nous redressâmes tous les deux, le cœur battant à l'unisson. Je posai mon doigt sur mes lèvres pour lui demander le silence, puis avançai prudemment, le fusil à la main. Derrière la vieille porte en bois, une silhouette se dessina dans la pénombre. Une femme, vêtue d'un manteau sombre, son visage à moitié caché sous un chapeau à large bord, s'avança lentement vers nous. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur étrange, mélange de défi et de mystère. « Monsieur Moreau, demanda-t-elle d'une voix douce, mais ferme. On m'a dit que vous étiez l'homme capable de protéger ce village. » Je la jaugeai un instant, méfiant. « Qui êtes-vous » Elle esquissa un sourire énigmatique. « On m'appelle Camille, et je viens avec des nouvelles qui pourraient bien changer le destin de la flèche brisée, et le vôtre, monsieur. » Elisabeth se rapprocha de moi, serrant ma main avec une force nouvelle. Je compris alors que le calme était déjà terminé. Le vrai danger, celui qui rôdait dans l'ombre, venait tout juste de frapper à notre porte. La nuit enveloppait la ferme de la flèche brisée d'un voile sombre et silencieux, seulement troublé par le craquement du feu dans la cheminée et le souffle régulier des chevaux dans l'écurie. Assis près de la table en chêne massif, je regardais Elisabeth déplier avec précaution une lettre que Camille nous avait remise plus tôt dans la soirée. La pièce était éclairée par la lumière vacillante d'une lampe à huile, qui dessinait des ombres dansantes sur les murs de pierre. Elisabeth portait une robe simple en coton écru, ses cheveux auburn tombant librement sur ses épaules. Une fine chaîne en argent pendait à son cou, captant la lumière comme pour souligner la délicatesse de son cou. Ses lèvres, légèrement rosées, se pinçaient avec concentration tandis qu'elle lisait les mots qui allaient bouleverser notre vie. Camille, assise en face de nous, avait retiré son chapeau, révélant une cascade de boucles brunes qui encadraient un visage aux traits fins, marqué par la détermination. Ses yeux sombres scrutaient chacun de nos gestes, comme une sentinelle veillant à ce que rien ne lui échappe. « Voilà ce que j'ai découvert, » dit-elle enfin, la voix basse. Marcus Dubois n'était pas qu'un simple homme d'affaires sans scrupules. Il faisait partie d'une société secrète qui tire les ficelles dans toute la région. Et il ne recule devant rien pour garder leur secret. Je fronçai les sourcils, sentant un mélange d'incrédulité et d'inquiétude monter en moi. Une société secrète? Ici, dans le Périgord? Vous voulez dire qu'il y a plus gros que Dubois à combattre? Exactement,
répondit Camille. Et ils savent que vous avez tué Dubois. Ils savent aussi que vous êtes devenu un obstacle. Vous n'êtes plus seulement un homme, Moreau. Vous êtes une cible. Un silence lourd s'installa. Elisabeth posa la lettre sur la table, ses doigts tremblants trahissant son courage. Samuel, chuchota-t-elle, il faut qu'on parte, qu'on quitte tout ça avant qu'il ne revienne. Je la regardais, mon cœur se serrant. L'idée d'abandonner la ferme, la terre où j'ai enterré mes douleurs, me semblait insupportable. Mais elle avait raison. Notre sécurité, notre avenir, tout était en jeu. Où irions-nous? Demandai-je, la voix rauque. Vers le sud, près de la Méditerranée. J'ai un contact à Montpellier. Quelqu'un qui pourrait nous aider. Un sourire triste étira mes lèvres. Fuir, comme des voleurs. Je ne suis plus un soldat, Elisabeth, mais j'ai encore un peu de dignité. Elle se leva, s'approcha de moi, ses yeux flamboyants. La dignité, ce n'est pas de rester à attendre qu'on vous tire dessus, Samuel. C'est de se battre pour vivre, ensemble. Je sentis ses doigts se glisser dans les miens, une chaleur qui calmait mes craintes. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un fracas métallique. Ils sont là, murmura Camille, ses yeux s'écarquillant. Je me levai d'un bond, attrapai mon fusil et courus vers la porte. Derrière, dans la nuit noire, 6 ombres se dessinaient, avançant silencieusement vers la ferme. Le combat ne faisait que commencer. Et cette fois, il ne s'agissait plus seulement d'amour ou de vengeance, mais de survie. L'obscurité de la nuit semblait soudain plus épaisse, comme si elle voulait nous avaler tout entier. Les 6 silhouettes approchaient en silence, leurs ombres se fondant dans le paysage alentour, tandis que moi, Samuel Moreau, je me tenais prêt, le lebel serré contre mon épaule, les muscles tendus comme ceux d'un chasseur en embuscade. Elisabeth, malgré sa jeunesse, était à mes côtés, ses yeux d'un bleu perçant scrutant la pénombre avec une détermination qui me donnait du courage. Sa robe légère, désormais troquée pour un pantalon de cuir souple et une chemise blanche légèrement déboutonnée, laissait deviner la force qui bouillonnait en elle. Ses bottines usées martelaient doucement le sol, prête à bondir. Camille, toujours mystérieuse, avait sorti de sa poche un petit revolver qu'elle tenait fermement, les doigts gantés d'un cuir fin. Son visage était fermé, presque impassible, mais ses yeux noirs brillaient d'une flamme prête à tout affronter. Les assaillants s'arrêtèrent à quelques mètres, révélant leur visage sous des capuchons sombres. Le chef, un homme au regard froid et à la cicatrice qui zébrait sa joue gauche, s'avança, un sourire narquois aux lèvres. « Samuel Moreau, souffla-t-il. Tu joues avec le feu en défiant la société. Il est temps de payer tes dettes. » Je levai mon fusil d'un geste lent, calculé. « Si c'est la dette d'honneur que vous voulez, vous l'aurez. Mais je ne céderai pas Elisabeth ni la ferme. » Un rire rauque éclata parmi les hommes. « Tu ne comprends pas, vieux soldat, » grogna le chef. « Ce n'est pas ta ferme que nous voulons, mais ton silence. » Le premier coup de feu retentit, brisant le calme de la nuit. Je tirai aussitôt, touchant un adversaire à l'épaule. Elisabeth se jeta à couvert derrière un tonneau, ses doigts tremblants mais déterminés. Je me glissai derrière la porte de la grange, le cœur battant, chaque instant chargé d'adrénaline. Dans la mêlée, Camille fit preuve d'une rapidité surprenante, décochant des coups précis, éliminant un homme avant qu'il n'ait pu réagir. Je me surpris à admirer sa maîtrise, mais je savais que ce combat ne serait pas sans conséquences. Alors que les tirs fusaient, je vis Elisabeth surgir, son visage éclairé par la lueur des flammes des torches et des assaillants. Son souffle était court, mais son regard ne trahissait aucune peur. « Samuel !» cria-t-elle, esquivant de justesse une balle qui siffla à ses oreilles. Je lui tendis la main, l'attirant à mes côtés. « On doit sortir d'ici, maintenant. » Nous courûmes vers l'écurie, le sol tremblant sous le galop effréné de Beauté, la jument d'Elisabeth. Les hommes nous poursuivaient, furieux, leurs cris résonnant dans la nuit. Je montai en selle, sentant la puissance de la bête sous moi. Elisabeth grimpa derrière moi, ses bras s'enroulant autour de ma taille, son souffle chaud contre ma nuque. Au moment où nous partions au galop, une balle traversa la manche de ma veste, effleurant ma peau brûlante. « Tu sais » murmura Elisabeth à voix basse, le vent dans nos cheveux, on dirait presque un film d'aventure. Je lui lançai un sourire, malgré la peur qui me tenaillait. « Tant que c'est avec toi, je suis prêt pour tous les rôles. » Nous fuyions à travers les bois,
le mystère de Camille et la menace de la société secrète pesant lourdement sur nos épaules. Mais une chose était claire, nous ne pouvions plus reculer. Et dans le lointain, la silhouette sombre du chef des assaillants observait, un sourire cruel étirant ses lèvres. Le jeu venait de commencer. Les arbres défilaient à toute vitesse autour de nous, leurs branches griffant parfois la peau d'Elisabeth, qui serrait mes côtes d'une main ferme, comme pour s'accrocher à quelque chose de sûr dans ce tourbillon de peur et d'adrénaline. Beauté, ma fidèle jument, galopait avec une puissance sauvage, ses sabots martelant la terre meuble du Périgord, soulevant un nuage de poussière qui s'élevait sous la lune voilée. Je sentais la brûlure de la balle qui avait frôlé mon bras, mais je refusais de ralentir. Chaque seconde comptait. Derrière nous, les voix hurlantes des poursuivants résonnaient, mêlées au crissement des branches cassées et au souffle haletant des chevaux. Elisabeth, malgré la peur évidente dans ses yeux, affichait une détermination farouche. Sa chemise blanche, désormais froissée et partiellement tachée de poussière, soulignait la courbe élégante de son cou et la délicate tension de ses épaules. Ses cheveux auburn, emmêlés par le vent, formaient une auréole flamboyante autour de son visage pâle. « Samuel, chuchota-t-elle, je ne veux pas que tu me protèges seulement, je veux qu'on soit égaux dans cette lutte. » Je tournai la tête vers elle, surpris par la force de ses mots, et un sourire mêlé de douleur passa sur mes lèvres. « Tu le hais déjà, Elisabeth. Tu le hais depuis le début. » Soudain, un cri perçant déchira la nuit, suivi d'un bruit sourd. Une des branches, rompue sous le passage précipité d'un cavalier, se décrocha et s'écrasa non loin de nous, projetant des éclats de bois dans l'air. Je fis un geste pour ralentir, cherchant un abri naturel. Un vieux mur de pierre recouvert de lierre apparut entre les arbres. Nous nous y engouffrâmes, trébuchant sur les racines, haletants. Camille nous attendait, son visage grave éclairé par la faible lumière d'une lanterne suspendue à une branche basse. Elle avait changé de tenue, un manteau long, serré à la taille, qui accentuait la silhouette élancée de ses hanches, et une paire de bottes noires qui claquaient sur le sol. « On ne peut pas rester ici longtemps, » murmura-t-elle. « Ils ont des hommes partout. » Je serrai le poing, la rage montant en moi. « Qui sont ces gens, Camille? Pourquoi veulent-ils tant nous briser ?» Elle nous regarda tour à tour, ses yeux brillant d'une intensité presque surnaturelle. Une société secrète, mais pas seulement. C'est un réseau qui infiltre la politique, les affaires, la justice. Ils contrôlent des terres, des banques, des vies. Marcus Dubois n'était qu'une pièce de leur jeu. Vous, Samuel, vous êtes devenu un problème. Elisabeth, les sourcils froncés, prit la parole. Alors, comment on les arrête? On ne peut pas simplement fuir pour toujours. Camille esquissa un sourire triste. Parfois, il faut plonger au cœur des ténèbres pour y trouver la lumière. Mais ce chemin est dangereux. Et il faudra faire des choix. Je sentis mon regard croiser celui d'Elisabeth, une promesse silencieuse passant entre nous. Peu importait la peur, la douleur, les sacrifices à venir. Nous étions liés désormais, et prêts à affronter l'impossible. Alors que la nuit s'épaississait autour de nous, un hurlement lointain annonçait que le jeu venait de changer de dimension. Le vrai combat allait commencer. Le vent frais de la nuit caressait mon visage tandis qu'Elisabeth et moi nous enfoncions plus profondément dans la forêt, guidés par Camille dont les pas semblaient connaître chaque racine et chaque pierre. La lune, voilée par des nuages sombres, peinait à éclairer notre chemin, et chaque craquement dans les fourrés faisait battre mon cœur un peu plus vite. Elisabeth portait maintenant une veste de cuir souple, cintrée à la taille, qui mettait en valeur la courbe de ses hanches, tandis que ses bottes hautes frottaient doucement contre les feuilles mortes au sol. Sa chevelure rousse, libre et sauvage, flottait derrière elle, dessinant une traînée de feu dans l'obscurité. Je ne pouvais m'empêcher de la regarder, fasciné par sa force et sa beauté, mêlée à une vulnérabilité que seuls ses yeux trahissaient. Camille s'arrêta brusquement devant une vieille bâtisse en pierre, presque cachée par le lierre et les ombres. Elle fit un signe de la main, et nous nous glissâmes à l'intérieur, où un feu timide brûlait dans l'âtre, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de cartes et de documents. « Bienvenue à notre refuge », murmura-t-elle. Je posai mon fusil contre un coin, sentant la tension enfin retomber un instant. « Alors, explique-nous ce que tu sais vraiment », demandai-je, la voix rauque. Camille prit une profonde inspiration. Marcus Dubois n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Cette société secrète contrôle non seulement les terres et les banques, mais aussi la justice et la politique dans tout le sud-ouest. Ils ont infiltré les mairies, les tribunaux, et même la gendarmerie. Ils agissent dans l'ombre,
éliminant ceux qui osent se dresser contre eux. Elisabeth fronça les sourcils. Et nous, on est quoi dans ce jeu? Des menaces. Parce que vous avez exposé une partie de leur réseau. Parce que vous avez défié leur pouvoir. Et parce qu'ils craignent que votre histoire inspire d'autres à résister. Je serrai les dents. On ne peut pas les laisser gagner. Pas après tout ce qu'on a traversé. Camille hocha la tête. C'est pour ça que je suis là. Pour vous aider à riposter. Mais il faudra être rusé, prudent, et prêt à tout sacrifier. Un silence s'installa, lourd de décisions à venir. Puis Elisabeth s'approcha, posant une main ferme sur mon épaule. Samuel, on l'a déjà fait, non? Survivre à l'impossible. Ensemble. Je sentis un frisson parcourir mon échine, mêlé d'espoir et de peur. Oui, répondis-je doucement. Ensemble. Alors que le feu crépitait doucement, projetant une lueur chaleureuse sur nos visages fatigués, une ombre glissa furtivement derrière la fenêtre. Un éclat métallique brilla un instant, puis disparut. Quelqu'un nous observait. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Le lendemain, la lumière pâle du matin filtrait à peine à travers les volets de bois de notre refuge caché. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si chaque souffle pouvait déclencher une tempête. Elisabeth, toujours vêtue de son pantalon de cuir et de sa chemise blanche, s'affairait à préparer un maigre déjeuner, ses gestes précis trahissant une nervosité contenue. Sa peau claire contrastait avec les taches de terre sur ses mains, souvenir des récentes chevauchées et des combats. Je l'observais en silence, le cœur serré. Elle avait changé, cette jeune fille de banque était devenue une femme de feu, prête à défier l'impossible. La fine chaîne en argent à son cou captait la lumière, dessinant un éclat presque hypnotique. Camille, toujours aussi mystérieuse, consultait des papiers étalés sur la table, ses yeux sombres scrutant chaque détail avec une intensité presque surnaturelle. « Ils savent où nous sommes, dit-elle enfin, sans lever les yeux. Leur réseau est plus étendu que ce que j'avais imaginé. Chaque mouvement doit être calculé. » Je serrai les poings. Alors on fait quoi? On attend qu'ils viennent nous chercher? Elisabeth posa sa main sur la mienne, douce mais ferme. Non. On va les devancer. Un sourire déterminé éclaira son visage. Ce réseau, cette société secrète, ils pensent pouvoir tout contrôler. Mais ils n'ont pas compté sur nous. Camille hocha la tête. J'ai un plan. Une cible. Un homme clé dans leur organisation. Si on le neutralise, on pourrait faire tomber une partie de leur empire. Je fronçai les sourcils. Et comment on fait ça? On n'est pas des espions, ni des soldats aguerris. Elisabeth croisa son regard. Peut-être pas. Mais on a quelque chose qu'ils n'ont pas, la vérité et la détermination. Je sentis une lueur d'espoir naître en moi, fragile mais réelle. Soudain, un bruit sourd résonna à l'extérieur. 3 coups frappés à la porte, lourds et insistants. Camille échangea un regard rapide avec nous, puis se leva, son revolver à la main. Ne bougez pas. Je me levai à mon tour, le cœur battant, prêt à faire face à ce qui allait arriver. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un visage familier, le shérif Guillaume Lefebvre, le regard grave mais sincère. Je viens avec une proposition, dit-il en entrant sans attendre d'invitation. Il est temps de mettre fin à cette histoire, une bonne fois pour toutes. Le poids de ces mots tomba sur nous comme une chape de plomb. La bataille finale approchait. Et cette fois, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le shérif Lefebvre posa son chapeau sur la table, son regard lourd de secret et d'incertitude. Il s'assit lentement, évitant de croiser nos regards, comme s'il redoutait ce qu'il allait dire. J'ai longtemps fermé les yeux, commença-t-il d'une voix grave. Cette société secrète, elle infiltre tout. La mairie, les forces de l'ordre, même la justice. Je suis pris au piège, entre devoir et peur. Elisabeth se leva, le défi dans les yeux. Alors pourquoi êtes-vous ici, shérif? Pour nous trahir ou pour nous aider? Un silence pesant suivit sa question. Pour vous aider, répondit-il enfin. J'ai mes raisons, mes regrets. Mais si on ne fait rien, ils finiront par tout contrôler. Je veux vous offrir un allié. Un homme qui connaît leurs secrets et qui peut nous donner une chance. Camille plissa les yeux. Qui est-il? Le shérif sortit une enveloppe usée de sa poche et la déposa sur la table. Un ancien membre, repenti. Il veut parler.
Mais il ne faut pas perdre de temps. Ils savent que nous sommes proches de la vérité. Je sentis mon cœur s'accélérer. Chaque pièce du puzzle semblait enfin trouver sa place, mais l'ombre du danger planait toujours. Elisabeth s'approcha de la fenêtre, son regard fixé sur l'horizon où la nuit se mêlait au jour naissant. Quelle que soit la vérité, dit-elle doucement, nous sommes prêts à l'affronter. Ensemble. Je posai ma main sur la sienne, sentant la force qui émanait d'elle, cette force qui m'avait sauvé plus d'une fois. Mais alors que le soleil perçait derrière les collines du Périgord, un cri lointain déchira le silence. Un coup de feu. Le dernier combat venait de commencer. Et dans l'ombre, une silhouette s'éloignait, un sourire cruel au coin des lèvres. Le mystère restait entier. Qui était cet homme repentant? Que cachait-il vraiment? Et surtout, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour sauver ce qui nous appartenait? Le vent soufflait fort sur la flèche brisée, emportant avec lui les derniers secrets d'un passé trop lourd à porter. Mais une chose était certaine, notre histoire ne faisait que commencer.